C'est un baroudeur des temps modernes, l'homme est constamment sur le terrain. Son credo, rendre à la SNHLM ses lettres de noblesse. Mamadou Kassé est ce qu'on appelle l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, déjà dans la SNHLM. Il est donc de la trompe des personnes aujourd'hui qui figurent dans le baromètre des personnes en hausse. Pour donc ce numéro d'entretien, on reçoit le DG de la SNHLM, Mamadou Kassé. Bonsoir. Bonsoir et bonsoir également à l'ensemble des téléspectateurs de Dakaractu. Merci. Alors, comment est-ce que vous définissez-vous, M. Kassé? Est-ce que vous êtes un homme du troisième millénaire, un homme tout le temps pressé? Je suis un bon citoyen sénégalais, armé de la volonté de servir son pays. Alors, à la tête de la SNHLM, aujourd'hui, quel est l'état des lieux? Bon, il nous serait difficile, dans le cadre de cette émission, de peut-être faire un bilan exhaustif de la SNHLM, tant sur certains aspects, tout de même, le bilan est élogieux. Et sur d'autres aspects, ça l'est certainement moins. Mais ce qu'on peut dire, c'est que la SNHLM a été un des instruments privilégiés, en tout cas de la gestion du logement social, ou plutôt même de l'habitat planifié. Je peux m'expliquer dans le sens où en réalité, la vocation première de la SNHLM et de sa sœur, la Société immobilière du Cap-Vert, c'était de toucher toutes les populations sénégalaises et doter le plus grand nombre de Sénégalais d'un toit. Au bilan, on s'est rendu tout de même compte que du logement social, les grands magnats de la promotion immobilière publique ont pu permettre à la classe moyenne d'avoir un toit à des conditions acceptables. Mais finalement, si on doit tirer un bilan définitif, je me dis qu'il y a tout un pan de la population qui a été omise, en tout cas dans ce processus. C'est ceux qui ont des revenus faibles, ceux qui ont des revenus irréguliers et ceux qui n'ont pas de revenus du tout. L'ambition du président de la République, son Excellence Macky Sall, c'est effectivement de résorber d'abord ce gap, ou bien alors de rétablir l'équilibre, redorer le blason de certaines de nos sociétés, tel qu'il l'a exprimé plusieurs fois en Conseil des ministres, en faisant quoi? En quoi faisant, en tout cas, en remettant, en tout cas, la SNHLM et la SICAP dans leur mission classique. Et pour cela, le seul véhicule de la SNHLM ne suffit pas. Il faut effectivement d'autres véhicules de portage financier pour pouvoir toucher les personnes, ou les cibles en tout cas, à revenus irréguliers, notamment les personnes du secteur informel. Je prends un exemple. Bon, sinon, globalement, je pense que le bilan est satisfaisant dans le sens où pour la SNHLM, c'est depuis 1959, 50 000 unités d'habitation réparties entre des logements et des parcelles qui ont été versées, en tout cas dans le marché immobilier. Plus qu'un promoteur immobilier, la SNHLM a été un développeur de territoire. Parce que c'est le seul promoteur immobilier auquel on peut identifier des quartiers entiers. Quand je dis aujourd'hui les quartiers HLM, c'est un quartier. Gibraltar, c'est quasiment un quartier. Fass, c'est un quartier. Et pour l'essentiel, c'est la SNHLM qui a été à la base, en tout cas, de leur développement et de leur aménagement. Et cela peut également être considéré de la même manière pour le niveau national, c'est-à-dire que dans chaque région, au moins dans chaque capitale régionale, il y a soit un quartier HLM, ou en tout cas un espace qui a été construit et destiné à loger des Sénégalais dans les régions. Alors la SNHLM est un instrument privilégié, vous l'avez tantôt souligné. Maintenant, comment l'adapter aux véhicules des Sénégalais si certains se plaignent toujours tout le temps de la cherté de la location? Oui, bon, cela tient à plusieurs paramètres. Parce que, comme je vous l'ai dit, le logement social est un logement accompagné. Et d'ailleurs, dans la plupart des cas, si nous prenons le cas des sociétés, enfin des pays francophones développés où il y a des offices HLM, souvent c'est un parc locatif.
qui est proposé aux bénéficiaires. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'achat. Il s'agit d'un parc locatif qui a été généré par l'État et accessible à un certain segment de la population n'ayant pas les moyens. Donc c'est un logement accompagné et c'est un logement subventionné. Même si on prend le cas de la France, très souvent, l'inscription, ou en tout cas l'éligibilité à un logement HLM est assujettie également ou assortie à l'octroi d'une allocation logement, soit c'est l'aide personnalisée au logement ou l'allocation logement social. Ce n'était pas notre cas. Ici, d'abord, nous étions sur des loyers bas sur la location simple. C'était le premier schéma et il marchait très bien. Seulement, il y a eu un revirement, peut-être par rapport à la bonne marche de notre société et aux options stratégiques de l'État, de se débarrasser un peu de ce parc locatif pour s'inscrire davantage sur la location-vente, qui existait déjà, mais pas dans les mêmes proportions. Aujourd'hui, nous sommes au regret peut-être de constater que ça n'a pas été, en tout cas, un choix judicieux. Ce qui fait que nous sommes dans la perspective de reconstitution du stock locatif parce que tout le monde ne peut pas acheter. Ça aussi, c'est une réalité économique. Tout le monde n'est pas accédant ou aspirant à la propriété. On est peut-être aspirant à la propriété parce que dans son cœur, effectivement, on veut toujours être propriétaire de sa maison, mais nous n'en avons peut-être pas les moyens. Donc, forcément, l'habitat ou l'accès au logement, le financement constitue quand même un des pans important. Parce que pour le logement social, je l'ai dit, souvent c'est les 3F et les 3T. C'est un financement existant, adapté, une fiscalité également adaptée, ajustée même quelquefois, et un foncier disponible et assaini. Ce qui correspond à la disponibilité de la terre, à la disponibilité du trésor et également à l'application de toutes les taxes y afférentes. Donc, ma foi, est-ce qu'aujourd'hui nous sommes dans ces conditions-là? Je pense qu'avec le président Macky Sall, nous allons plus parler d'habitat social que d'habitat planifié. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a des véhicules qui peuvent accompagner. Je pense que pour la première fois, d'ailleurs, avec les 2000 logements de Tawfekh Yakar, il y a eu quelque chose qui ressemblait un peu à de l'habitat réellement social. Maintenant, pour l'accession à la propriété, le crédit acquéreur doit être peut-être adossé à un crédit promoteur, mais aussi à des taux bonifiés ou en tout cas une garantie existante. Donc nous changeons aujourd'hui de méthode. Au lieu d'aller directement s'endetter, peut-être au niveau de la banque classique, qui est la BHS et qui est le partenaire traditionnel donc des promoteurs immobiliers publics, il s'agit d'introduire une troisième composante qui pourrait être un véhicule. Et pour cela, nous sommes en train de discuter avec le Fonds de garantie des investissements prioritaires, notamment avec son sous-fonds qui est dédié au logement, le Fogalog, pour essayer de voir s'ils ne peuvent pas être le bon véhicule financier pour nous, pour effectivement lever les fonds et permettre à plusieurs pans ou à plusieurs segments, en tout cas de la société sénégalaise, d'accéder à un toit à des prix défiant toute concurrence. Parce que dans le prix, il faut considérer le coût des matériaux, considérer le prix du foncier, considérer également le minimum de marge qu'il y a à faire, en tout cas pour que l'opération soit rentable. Parce que personne ne veut travailler à perte, à moins qu'on soit subventionné. Et malheureusement, le revirement de 1987, qui a fait que l'Office des habitations à loyer modéré est devenu Société nationale des habitations à loyer modéré, effectivement, ce revirement a été accompagné aussi d'une absence totale, ou en tout cas d'une disparition totale des subventions qui étaient octroyées par l'État. Donc c'était effectivement un choix stratégique, mais peut-être un choix contextuel lié également à la dévaluation un peu plus tard. Parce que la dévaluation est aussi un temps dans notre réflexion. Pourquoi? Parce que
il y a eu un désengagement progressif de l'État, en tout cas des entreprises du secteur parapublic, qui l'accompagnaient quand même très très souvent. Alors, bon, il y a eu aussi des éléments qui ont été la conséquence de cette même dévaluation, notamment la hausse du prix des matériaux à hauteur de 40%. Donc finalement, tous ces paramètres peuvent expliquer, en plus de l'indisponibilité progressive du foncier, peuvent expliquer un peu aujourd'hui la cherté du loyer, du logement, sur laquelle le président travaille avec la loi sur la baisse des loyers, la taxe sur le ciment, le FOGALOG, les autres véhicules, comme je l'avais dit, financiers d'accompagnement, en tout cas, des primo-accédants à la propriété. Donc, avec tous ces éléments-là, je pense que nous pourrions nous retrouver dans un contexte plus favorable au développement du logement social. Il y a également les dispositions légales et réglementaires, telles qu'aujourd'hui la récente loi d'orientation sur l'habitat social et aussi l'arrêté conjoint du ministre du renouveau urbain, du cadre de vie, de l'habitat et du cadre de vie, et aussi du ministre de l'économie, des finances et du plan, qui nous amène en fait, en tout cas, des dispositions amenant à des dégrèvements fiscaux et douaniers pour les promoteurs, en tout cas, qui agissent dans des projets agréés par l'État. Alors, l'État du Sénégal qui ambitionne de faire 15 000 logements sociaux par an. Alors, quel sera l'apport de la SNHLM? Est-ce que l'État du Sénégal quand même a mis sur la table des conditions assez favorables pour que la SNHLM puisse quand même jouer sa partition dans cette dynamique de 15 000 logements sociaux par an? Bon, je ne reviendrai pas sur déjà les éléments qui peuvent être favorables avec l'érection justement ou en tout cas l'arrivée de tous ces textes réglementaires et légaux et réglementaires qui peuvent aider à cela. Mais les 15 000 logements par an sur 10 ans, c'est le PSE. Donc, on est dans de nouveaux objectifs où justement, ce qu'il y a lieu de saluer, c'est la vision du président de la République. Je m'explique. C'est un objectif chiffré. Hein. Deuxièmement, c'est l'effort public et privé qui est mobilisé. Parce que la SNHLM et la SICAP ne peuvent pas à elles seules produire ce nombre d'unités qui est nécessaire pour résorber le gap. Donc, il faut naturellement mobiliser l'effort public et l'effort privé. Deuxièmement, mobiliser les institutions financières autour de cet objectif. Et aujourd'hui, on est en train de le faire. Autant avec le pôle urbain de Diamniadio et ses objectifs à atteindre en termes de reversement d'unités dans le marché, et aussi ses avantages en termes d'accession foncière et autres. Mais aussi au niveau national, avec la loi d'orientation sur l'habitat social. Donc je pense que la SNHLM a son rôle à jouer. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes attelés depuis 6 mois à travailler sur notre plan stratégique de développement 2017-2021 et nous donner des objectifs clairs aussi, chiffrés, répondant en tout cas aux objectifs stratégiques fixés par le plan Sénégal émergent. Donc à ce niveau-là aussi, nous comptons, produire 5000 unités nouvelles en tout cas dans le temps de notre plan stratégique de développement, le PSD 2017-2021. Bon, les ambitions sont encore plus grandes, mais nous voulons y aller de manière progressive parce que tout simplement, le PSD est adossé également à un contrat de performance avec l'État. Et dans ce contrat de performance, nous avons pris des engagements et l'État également a pris des engagements. Donc, nous pourrions effectivement apporter notre partition autant dans la production d'immeubles, en construction en hauteur, autant dans le pavillonnaire que nous développerons surtout dans nos projets régionaux, mais aussi dans la production
de parcelles destinées à l'autoconstruction. Alors le pôle urbain, on va y rester un tout petit peu, M. Kassé, il est devenu donc, il est à la croisée des chemins. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que ce sera une alternative quand même pour désengorger la capitale et en même temps favoriser, disons, l'accès au logement? Bien entendu, je pense que le logement n'est qu'un aspect du pôle. Dire que désengorger Dakar, c'est tout de même une stratégie globale et intégrée. Le pôle urbain, en réalité, déjà, le choix de l'espace n'est pas anodin. Il n'est pas fortuit de dire aujourd'hui que le pôle urbain de Diamniadio est l'isobarycentre du triangle Dakar-Mbour-Thiès. Et c'est la stratégie spatiale qu'il fallait mettre en place, en tout cas pour pouvoir envisager le désengorgement progressif de Dakar. Parce que l'engorgement de Dakar, c'est plusieurs années, en tout cas d'échecs dans nos politiques d'aménagement du territoire, en tout cas de maîtrise de l'urbanisation effrénée. Parce qu'en réalité, comme vous le savez, hein, l'urbanisation galopante, je dirais, qui a été à la base, en tout cas, de la surcharge et du changement de l'armature urbaine et également de son déséquilibre, procède de plusieurs années de sécheresse et peut-être de choix de politique agricole qui n'ont pas été des choix exceptionnels, dans le sens où c'était les cultures intensives et adossées très souvent ou tout le temps à une saison, la saison de l'hivernage. Donc lorsqu'on a une sécheresse, naturellement il y a des impacts sur le travail, le travail au niveau rural, c'est-à-dire ce qu'on appelait les nawetan en gros. Donc finalement, il y a eu ce double impact. D'abord, l'exode rural est freiné, incontrôlable. Ensuite, l'assèchement des zones humides de Dakar qui a favorisé l'installation de ces nouveaux arrivants dans des zones qui étaient impropres à l'habitat. Donc il faut corréler ces deux éléments pour avoir l'explication, en tout cas, de ce phénomène. Ajouté à, en tout cas, je dirais, une léthargie, en tout cas dans la politique ou dans la stratégie au plus haut niveau, qui a fait effectivement que nous sommes dans cette situation. Aujourd'hui, il s'agit de transférer un certain surplus dans d'autres espaces. Et ce qui peut expliquer également la stratégie qui consisterait à mettre dans le même panier la politique d'urbanisme, la politique d'aménagement du territoire et à ce moment-là comprendre ce qui se fait aujourd'hui en intégrant et l'acte 3 de la décentralisation et le plan national d'aménagement du territoire et les autres dynamiques, en tout cas les conseils des ministres décentralisés, la distribution de certains équipements au niveau national, la prise en compte des pôles territoires, le changement d'échelle et tout ce qui s'ensuit. Donc pour moi, ce n'est qu'une étape. Diamniadio, c'est 1644 hectares, c'est certainement 300 000 habitants, c'est plusieurs emplois, c'est des unités résidentielles nouvelles dans le stock, c'est également un tampon entre l'aéroport international Blaise Diagne et la zone d'influence qu'il y a autour et la capitale, c'est un hub événementiel, c'est un complexe industriel, c'est tout cela combiné qui fait que nous sommes en réalité dans un micro-développement urbain. Par conséquent, après vous avez les voies de distribution également, parce que c'est une plateforme multimodale. Parce que vous avez dans cette plateforme le rail, la route et l'eau. Parce que si vous intégrez la zone d'extension de Diamniadio et que vous mettez dans ce point-là le port minéralier et vraquier de Bargny, vous avez l'aspect eau, vous mettez le terre, vous avez l'aspect rail, et vous prenez et l'autoroute et le prolongement de la VDN et le renouveau de la RN1, vous avez l'aspect route. Donc par conséquent, c'est une plateforme de distribution qui va permettre de filtrer
à l'entrée et à la sortie, et de changer complètement, en tout cas, les paramètres, en tout cas, sur lesquels nous allons nous reposer pour voir l'avenir sous de meilleurs auspices, c'est-à-dire le développement d'autres villes secondaires au Sénégal. Justement, on parle souvent de Dakar, de la capitale, mais qu'en est-il exactement pour les régions de l'intérieur du Sénégal? Oui, bon, c'est-à-dire, il y a réellement à saluer tout de même la vision. Parce qu'en même temps qu'on travaille, que le président de la République donne des orientations pour que le gouvernement travaille sur le désengorgement de Dakar, en même temps, il y a d'autres programmes d'urgence qui prennent en charge d'autres territoires. Promoville en est un, le programme de modernisation des villes. C'est tout de même toutes les grandes capitales qui sont prises en compte. Et sur plusieurs volets, sur des volets routes, aujourd'hui chaque capitale régionale va disposer d'un certain nombre de kilomètres de routes qui vont venir s'ajouter à ce qui existe déjà pour mieux mailler encore le territoire et permettre la fluidité, en tout cas dans la mobilité. Alors ce sera Tambacounda, ce sera Thiès, ce sera Diourbel, donc toutes les capitales régionales. Il y a ce volet route, mais il y a aussi le volet assainissement qui l'accompagne, le volet éclairage et le volet aménagement paysager. C'est tout ce qu'il faut pour moderniser une ville. Vous avez le PUDC qui s'intéresse au monde rural et également dans un dispositif d'urgence avec le volet électricité, le volet eau avec plusieurs forages, le volet route avec les pistes de désenclavement et de production, mais aussi le volet, je pense que j'ai parlé du volet électrification, également le volet allègement des tâches, en tout cas des femmes en milieu rural, avec la distribution de matériel d'allègement, notamment des décortiqueuses et autres. Donc, pour moi, c'est un processus global qu'il faut saluer et qui touche tout le territoire. Si on veut effectivement qu'il y ait un désengorgement, on ne travaille pas seulement sur Dakar. En même temps, il faut travailler également sur les nouveaux réceptacles, c'est-à-dire les grandes villes secondaires, mais aussi le milieu rural, pour pouvoir non seulement fixer, mais permettre que ces espaces-là soient aussi un peu plus attractifs qu'ils ne l'étaient avant. D'accord. Alors, donc, on peut dire que l'une des missions de Mamadou Kassé est de redorer le blason de la SNHLM aujourd'hui. Non, moi je personnalise rien. Je pense aujourd'hui que je viens à la suite de plusieurs directeurs généraux qui ont fait un travail remarquable au niveau de la SNHLM. Puis bon, je viens relever des défis. Bon, c'est sur la base de ce qui a été fait, hein. Donc, je peux dire que le plan stratégique est le premier point. Nous essaierons maintenant, avec le contrat de performance, en tout cas, de redonner à la SNHLM ses lettres de noblesse. Tout à fait. Alors, vous avez des nouvelles de Tambacounda? Toujours, j'en reviens. Elles sont bonnes les nouvelles? Ben, toujours. Hein. Je veux dire, bon, tant qu'on est en contact avec la base et qu'on est à l'écoute des populations et qu'on a également un retour des populations sur ce qui se fait, bon, je suis plutôt satisfait, moi. Je suis plutôt fier parce que je me suis rendu compte que le président est en train de révolutionner le Sénégal, mais une révolution silencieuse. Parce que ce que j'apprécie chez lui, parce que bon, j'ai eu la chance, hein, parce que c'est une très grande chance. Et vous, c'est quoi votre révolution pour Tambacounda? Non, d'abord, je dis que j'ai eu une grande chance. La grande chance que j'ai eue, et l'honneur, c'est d'avoir été au cabinet du président de la République en tant que conseiller. Donc ça m'a permis de mieux connaître l'homme, son ambition, son patriotisme aigu, fort, prononcé, de grandes valeurs qu'il incarne et surtout une grande ambition pour le pays. Mais surtout, hein, dans cette ambition-là, une place importante pour le monde rural. Et dans cette place importante, un regard spécial pour les femmes et les personnes du troisième âge, mais aussi les jeunes. Alors, moi, ce que je fais à longueur de journée, c'est d'essayer, quand je suis à la base, d'essayer de voir d'abord quel est l'impact
des politiques initiées par le président de la République et développées par le gouvernement sur les populations. C'est un impact largement positif. Bon, l'opposition vous dira que non, naturellement, parce que c'est un discours politique. Ça va de soi. Bon, on pourrait dire aussi que je dis forcément oui, mais au moins moi je l'adosse tout ça à des arguments. Je le fais sur la base d'arguments. Aujourd'hui, la couverture maladie universelle, avec toutes les mutuelles qui se développent, c'est une réalité. La gratuité des soins pour les enfants de 0 à 5 ans. Peut-être que les opposants ne peuvent pas en mesurer l'impact, vu que c'est une petite bourgeoisie, quelquefois, qui n'en ressent pas les effets. La bourse familiale, qui aujourd'hui encore a fait un bond. L'électrification de certaines zones. Pour nous, aujourd'hui, quand on arrive à aller dans le Maka et dans le Koulibantan comme on veut, quand on arrive à accéder à Médina Niana ou à Nema 3, ou à Lambabougou ou autre, comme on le veut, par des pistes, c'est des gens qui étaient coupés du monde, donc quelquefois, qui peuvent effectivement espérer maintenant commercer avec les autres, espérer ne pas voir pourrir leur production. Ça, c'est important. Des personnes qui faisaient quelquefois 5, 6, 7 kilomètres pour 2 bassines d'eau. Des pasteurs qui pouvaient parcourir peut-être 20 à 30 kilomètres pour avoir un point d'eau pour le bétail. Quand on a vu la dernière fois l'inauguration du forage multivillage de Dialakoro, pour nous c'est un soulagement parce que c'est tout le Ndoga Babakar qui est complètement pris en compte. Donc voilà pour nous des choses concrètes, rapides, faites en fast track et qui sont profitables aux populations. D'accord. Alors on vous assimile à un jeune loup aux dents longues, on vous prête également des ambitions pour la mairie de Tambacounda. Qu'en est-il réellement? Mais Tambacounda a déjà un maire. Tambacounda a déjà un maire, mais bon, je pense que c'est pas... pourquoi les gens n'auraient pas des ambitions pour leur pays? Ce n'est pas une insulte. Moi, je n'ai pas dit que je voulais être maire. Je suis conseiller municipal. Déjà, c'est un premier pas. Donc, je suis dans le débat municipal et j'en suis déjà fier parce que je représente la voix des populations. Je suis un élu parce que je suis conseiller municipal et conseiller départemental. Et pour être maire, il faut d'abord être conseiller municipal. Ça veut dire déjà qu'il y a un niveau de confiance qui est là. Le reste, c'est l'avenir qui nous le dira. Donc, c'est un oui. Moi, je dis ni oui ni non. C'est-à-dire, je ne peux pas être un urbaniste, un aménagiste, engagé politiquement dans un parti et ne pas avoir l'ambition, effectivement, de pouvoir servir à ce niveau-là le terroir qui m'a vu naître. C'est évident. Maintenant, je suis un homme qui appartient à un parti politique. Et tout le monde peut-être reconnaît que j'abuse même quelquefois de la discipline de parti. Parce que moi, j'estime que c'est important. C'est important que lorsqu'on a fait confiance à un certain nombre de valeurs que nous partageons, pour nous, c'est la solidarité, c'est l'égalité, c'est le travail. C'est l'Alliance pour la République. C'est aussi la coalition Benno Bokk Yakaar. Bon, on peut avoir de l'ambition, mais en interne, ça doit être quelque chose d'inclusif dont nous devons discuter. Mais il faut aussi que, progressivement, nos acteurs et nos partenaires fassent preuve de plus de rationalité quelquefois dans la décision. Donc, c'est des choses concertées. Moi, je suis résolument engagé derrière le président de la République. Parce que nous avons décidé, nous, à l'Alliance pour la République, dans le cadre de nos statuts, des statuts de notre parti, de faire confiance au président de la République. Et des dispositions le disent. Il est pour nous, quelquefois dans des situations, ou même tout le temps, celui qui incarne la moralité de notre parti. Donc, quand on doit arbitrer, sa voix prime surtout. Alors, l'APR est aujourd'hui menée par des querelles. Vous, en tant que militant, comment est-ce que vous appréciez cette lutte féroce autour de l'APR? On l'a vu récemment à Louga avec les mêmes militants de l'APR. Qu'en est-il de Tambacounda avec Maître Sidiki Kaba? Bon, c'est vrai, la politique, c'est souvent des échanges, des tiraillements, des divergences. Parce que les divergences, elles peuvent être internes. C'est d'ailleurs pour ça qu'on crée un cadre de parti politique.
C'est-à-dire que nous devons élargir les cadres de concertation, c'est évident. Mais alors, quand c'est féroce, on ne comprend plus. C'est-à-dire, bon, ça, je veux dire, maintenant, il ne faut pas qu'il y ait des dérives. Moi, je m'en réfère toujours au comportement et également à ce qu'incarne notre chef, le président du parti, le président de la République, Macky Sall. Tout le monde le sait, imbu de valeurs cardinales, je dirais, en tout cas, et surtout sérieux, toujours, dans la démarche, et profondément épris des valeurs de paix. Donc, ma foi, nous devons aussi incarner cela. Tout peut se régler dans le dialogue. Et rien ne peut se régler dans la force. Pour moi, en politique, la force, c'est le peuple que nous avons derrière soi. C'est les citoyens qui nous soutiennent. C'est l'engagement militant. C'est toutes les personnes qui croient en vous. Donc, pour être fort, il faut avoir le plus de monde. Je dirais, la politique, c'est le commerce des voix. Des voix qui peuvent peser lorsqu'il s'agit d'une élection. Il n'y a que ça qui vaille. Le reste, pour moi, ça relève de l'activisme. D'accord. Alors, est-ce que le dialogue est aujourd'hui possible avec l'opposition, si on sait que la polémique semble autour des fichiers, autour, disons, du ministre de l'Intérieur qui va quand même organiser les élections? Est-ce qu'on peut faire un dialogue carrément possible avec l'opposition? Mais on est déjà dans le dialogue. Mais seulement, ce n'est pas parce qu'on dialogue qu'on est toujours d'accord. Mais même dans le dialogue, quelquefois, il y a des contradictions. Mais je pense que le dialogue a déjà été lancé dès lors que le président a reçu l'ensemble des acteurs politiques et qu'effectivement, les différentes parties ont envoyé leur mandataire pour se mettre autour de la table et s'entendre sur quelque chose. On attendra l'issue du dialogue. Peut-être qu'à l'issue du dialogue, le président reconvoquera à nouveau tout le monde. Je n'en sais rien, c'est une hypothèse. Parce qu'au départ, il y avait effectivement cette rencontre fort intéressante au niveau autour du président de la République, où tout le monde a pris la parole et tout le monde a magnifié, en tout cas, cet élan de dialogue. Et il y a eu des consensus qui se sont dégagés. Le président a effectivement fait des concessions pour qu'il y ait une paix sociale, qu'il y ait un climat qui puisse permettre, en tout cas, d'aller aux élections de manière sereine. Et vous savez, lorsque les gens sont de mauvaise foi, et qu'ils ne veulent pas reconnaître les choses, ils ne veulent pas reconnaître la vérité, et qu'ils en arrivent à être insensés. Mais ça, c'est pour pourrir le dialogue. Peut-être même que c'est une démarche volontaire de ceux qui ne peuvent pas décrocher les voix des Sénégalais, parce que maintenant, à l'issue de 3 consultations, je crois qu'ils ont été laminés à chaque fois. Donc peut-être que c'est le sort qui les attend pour la prochaine échéance, raison pour laquelle, usant de mauvaise foi et de manque d'arguments, ils veulent pourrir la situation. Mais il faut qu'ils sachent raison garder, qu'ils sachent que le Sénégal est une grande démocratie. Le Sénégal est une démocratie forte, a dépassé un certain niveau. Par exemple, les fantaisies qu'ils ont voulu développer du style le ministre de l'Intérieur ne peut pas organiser les élections, mais pourquoi ils ne l'ont pas dit aux élections législatives déjà? Pourquoi ils ne l'ont pas dit aux élections locales? Pourquoi ils ne l'ont pas dit lors des élections des hauts conseillers des collectivités territoriales? Ils ont à chaque fois reconnu leur défaite et également reconnu la transparence du processus. Et maintenant, pourquoi cette question-là sur la table? Bizarrement. Non, nous ne voulons plus du ministre de l'Intérieur parce qu'il n'est pas neutre. Alors que finalement, il vous a organisé 4 scrutins, normalement, sans contestation. Mais on ne change pas une équipe qui gagne. Ou on ne change pas en tout cas un système qui gagne. Parce que l'équipe, c'est le président qui l'a choisi. D'accord. Alors 2017, c'est pour bientôt. Après, ce sera 2019. Comment est-ce que Mamadou Kassé travaille-t-il à la base pour donner quand même une majorité au chef de l'État? Bon, d'abord, actuellement, si on prend le contexte actuel, nous sommes, sur les sensibilisations pour que les citoyens s'inscrivent massivement et puissent bénéficier de la carte CEDEAO, qui est la carte finalement de la sécurité sous-régionale. Nous avions lancé il y a 3 ans une opération qui s'appelait Opération Bindu.
c'était dans le cadre des révisions, des dernières révisions des listes électorales. Ça avait très très bien marché. Nous avions fait une très grande caravane avec l'artiste chanteur Pape Diouf pour effectivement inciter les populations à aller s'inscrire sur les listes. Également, en tout cas, appeler les autorités à faire davantage d'audiences foraines pour que ceux qui n'avaient pas de papier, sur la base des dispositions légales, puissent en disposer. Nous avons reconduit en fait cette opération depuis plusieurs mois. Et bon, ça commence à porter ses fruits parce que au départ, le handicap que nous avions au niveau de Tambacounda, c'était peut-être en tout cas une seule commission qui fonctionnait au niveau de la commune et quelques autres au niveau du département. Bon, les autorités locales viennent de nous dire qu'il y a de nouvelles commissions qui vont être installées. Donc, comme nous avons très très bien sensibilisé, nous allons accompagner en tout cas les populations pour aller s'inscrire massivement et relever en tout cas le taux d'enrôlement. Nous, c'est notre mission, parce que le reste, c'est la mission de l'administration que de faire le travail d'enrôlement, d'inscrire et d'imprimer des cartes. Nous, ce que nous pouvons faire, comme nous sommes au contact des populations, c'est de les sensibiliser. Et c'est ce que nous faisons au quotidien. Actuellement, moi, c'est mon travail du matin jusqu'au soir. Je n'ai pas d'autres activités. En dehors de cela, c'est souvent l'animation du parti, par les réunions, par la massification du parti, pour qu'il y ait de nouveaux militants qui intègrent, mais qui intègrent en ayant une bonne explication, c'est-à-dire c'est pédagogique, en le présentant le bilan du président, en le présentant les valeurs de notre parti, pour qu'effectivement il soit plus enclin à nous rejoindre. C'est dans ce sens-là d'ailleurs que nous saluons l'arrivée également du dernier maire de l'opposition que nous avions dans le département. Il s'agit bien de l'ancien ministre Khoureyssi Thiam, à qui nous souhaitons la bienvenue dans notre parti, parce qu'une voix de plus, c'est toujours une souscription supplémentaire ou une chance supplémentaire d'élire notre président au premier tour. Parce qu'il le mérite, parce qu'il a travaillé pour le Sénégal, parce qu'il a redressé ce pays, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans le processus de l'émergence. Et vous êtes confiant qu'il aura un second mandat? Je n'ai aucun doute. Bon, maintenant, c'est la démocratie. C'est la démocratie. Pour élire notre champion à nous, il nous faut travailler davantage. Moi, en tout cas, je ne ménagerai aucun effort pour que, autant à Tambacounda que dans les autres sphères où nous pouvons agir, parce que en Wolof, je pense qu'on dit ku am kër yaay di nga am kër baay. Bon, moi, je veux dire, Tamba, c'est ma contrée. Mais aujourd'hui, mes racines maternelles, par exemple, elles sont à Ndande, donc à Ngalik, dans le plein Kayor, où je vais également pour pêcher de la voie. C'est à Gadegnadoul, c'est à Loyenbar, c'est à Ndjedjen, c'est à Ndiakher, c'est bon, voilà, c'est tous ces terroirs, c'est à Kermodiop, c'est Niakhène, c'est Ngalik. Toutes ces zones sont des zones où je vais pour prêcher en tout cas la bonne parole pour le président de la République. Bon, étant également un bon mouride, je veux dire, il y a aussi un travail que nous faisons pour qu'effectivement à Touba, il y ait davantage de voix qui puissent accompagner le président. Mais là où nous sommes aussi, même à Fass Koloban Gueule Tapée, je viens en appui à nos responsables qui sont ici, qui s'investissent sur le terrain et qui ont besoin aussi d'être accompagnés. Bon, j'ai grandi au Point E, à Fann Résidence et Sicap Amitié. Donc c'est aussi des zones où tout ce que nous pouvons engranger, nous le faisons. Ma foi, il ne s'agit pas simplement de l'investissement sur Tambacounda, mais même dans la diaspora, de par les réseaux sociaux, de par le fait que nous y avons passé un temps, bon, nous faisons de la sensibilisation pour que les gens comprennent que tout a changé et que tout décolle actuellement. Et c'est avec le président. Donc, ma foi, nous devons lui donner la chance d'un deuxième mandat. Mais avant cela, donnons-lui une majorité confortable à l'Assemblée pour terminer sereinement ces 7 ans. D'accord.
Alors, on est arrivé au terme de cette émission, Mamadou Kassé. On vous laisse peut-être le soin de dire votre, je ne dirais pas dernier mot, mais quand même votre souhait pour SNHLM et pourquoi pas aussi pour votre candidature pour la mairie de Tambacounda. Bon, pour la SNHLM, honnêtement, je dirais que c'est sur la bonne voie. Si le CDP, le contrat de performance, est déroulé comme il se doit, l'État s'est engagé à réellement nous accompagner. Je pense que nous pourrions redresser la situation. Parce que c'est le lieu tout de même de remercier tout le personnel de la SNHLM. Parce que c'est tout de même de valeureux Sénégalais qui se battent nuit et jour pour que le plus grand nombre de Sénégalais accèdent à l'emploi. Nous aurions souhaité également qu'il y ait plus de synergie entre la Banque de l'Habitat du Sénégal, qui est notre partenaire traditionnel, et la SNHLM. Mais en y intégrant, j'y tiens, d'autres véhicules tels que le FONGIP. Ça permettrait de toucher plusieurs segments. Mais je pense que ça, on va y arriver. Nous sommes sur la bonne voie. J'en appelle en tout cas aussi à l'engagement des citoyens pour permettre au président de continuer sa révolution silencieuse. Nos agrégats économiques le confirment. Aujourd'hui, on va presque plus vite que la machine. C'est-à-dire que dans 2 ans, je pense que le président va atteindre les objectifs qui étaient fixés sur le PSE pour 7 ans. Le taux de croissance d'abord. Aujourd'hui, on cherche à le maintenir à 6,5. Quand il venait d'arriver, on était bien en deçà de ce type de taux. La signature internationale du Sénégal est restée intacte. Sa diplomatie est reluisante. La Casamance, au moins aujourd'hui, on a la paix. Il y a un programme de développement économique avec des dégrèvements fiscaux qui en font une zone prioritaire d'investissement. Il y a un regard sur les terroirs éloignés. L'agriculture est quasiment plus qu'en marche avec le PRACAS. Bon, je pourrais énumérer jusqu'à demain. Donc, pour mon mot politique, je dirais simplement, les postes ne sont pas une fin en soi. Mais lorsqu'on a l'opportunité de participer au développement, autant de son terroir que de son pays, il faut se tuer à la tâche. On peut réussir ou ne pas réussir. Ce que l'on souhaite, c'est en tout cas la réussite de tous ceux qui ont le pied à l'étrier, surtout cette jeunesse à laquelle le président croit. Pour la mairie, je souhaite déjà à mon maire un bon mandat et de bons résultats. Parce que ça aussi, c'est de notre camp. Le reste, on verra dans le cadre de notre parti. Le reste, on verra. Merci, un grand merci à vous. Alors, entretien qui recevait Mamadou Kassé, DG de la SNHLM. Rendez-vous prochainement sur Dakaractu.